Gérard Ollier, bonjour. Bonjour Yann. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Mers el-Kébir. Mers el-Kébir, c'est la Royal Navy qui détruit une partie de la flotte française. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mers el-Kébir, c'est évidemment un nouveau drame, et un drame qui a une autre résonance, mais aussi important dans ses répercussions que le drame précédent que nous avons narré la dernière fois, c'est-à-dire Dunkerque. Alors, Mers el-Kébir, effectivement, c'est un nouvel affrontement naval entre la France et l'Angleterre. Bon, vous allez me dire, depuis des siècles et des siècles, les Français et les Anglais avaient l'habitude, évidemment, de s'affronter sur mer. Il n'y a pas que Trafalgar. Oui, mais là, c'est quand même particulier, parce que le drame de Mers el-Kébir, il a lieu le 3 juillet 1940, c'est-à-dire donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va de soi que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français et les Anglais sont alliés. Et là, donc, c'est un combat meurtrier, donc, entre alliés. Combat meurtrier, je ferais mieux de dire que c'est un massacre, parce que je vais vous le montrer, c'est tout à fait inégal. On va avoir des bateaux de guerre anglais qui vont donc bien entraînés, bien préparés, etc., bien armés, qui vont affronter une flotte française en apparence puissante, mais désarmée, qui était inerte et qui n'avait pas bien les moyens de se défendre. C'était un véritable massacre, Mers el-Kébir. Et donc, Mers el-Kébir, c'est une flotte française, c'est pas toute la flotte française, mais une partie de la flotte française qui est détruite, qui est neutralisée par une escadre anglaise. Et donc, les répercussions sont tout à fait considérables. Alors, naturellement, pourquoi ce drame? Bon, on est au début juillet 1940. Quelques semaines auparavant, la France a été littéralement écrasée par l'Allemagne, l'Angleterre, qui a pu se réfugier dans son île, a été battue aussi, et l'Angleterre peut craindre, après l'écrasement et la défaite de la France, que son tour va venir. L'Angleterre est sous la menace, comme au temps de Napoléon, d'une invasion d'Hitler. Hitler ne cache pas ses ambitions après Dunkerque, de débarquer en Angleterre pour obliger les Anglais à capituler. Alors donc, l'Angleterre, dirigée par l'indomptable, le bouillonnant Winston Churchill, l'Angleterre entend résister. Et Hitler est déçu parce que Hitler pensait pouvoir signer une paix de compromis avec l'Angleterre pour avoir les mains libres du côté de l'Angleterre avant de réaliser son grand projet qui était la lutte contre la Russie, contre l'URSS de Staline. Mais Churchill est absolument indomptable, il veut continuer la lutte. Mais Churchill sait très bien qu'il est en situation de grande infériorité à ce moment-là, après la défaite de la France. Songeons que les États-Unis, naturellement, ne sont pas encore dans le conflit. Donc pratiquement l'Angleterre est toute seule contre la formidable machine de guerre nazie. Et alors, la crainte des Anglais, elle est considérable et elle explique le drame de Mers el-Kébir. C'est-à-dire que importance toujours et importance de plus en plus, compte tenu du contexte, de la guerre navale. C'est-à-dire que si Hitler veut attaquer l'Angleterre, il faut qu'il franchisse la mer du Nord, le Pas-de-Calais, etc. Bon, donc, extrême importance pour l'Angleterre du contrôle des mers. Si l'Allemagne réussit à prendre le contrôle des mers, son débarquement en Angleterre est évidemment facilité. Et alors, vous comprenez déjà la grande crainte de Churchill, c'est que la France, elle a cessé le combat. La France de Vichy a signé un armistice à Rotonde, là où a eu lieu l'armistice, bien sûr, de 1918. Alors, la France s'est retirée du combat, la France ne participe plus officiellement à la guerre, que l'Angleterre continue. Et dans les clauses de l'armistice de Rotonde, il y a le fait que Hitler laisse à la France sa marine de guerre qui était à l'époque une des plus puissantes du monde, moins puissante que la flotte anglaise, nettement moins puissante, mais une flotte de guerre française tout à fait respectable. Et alors, les clauses de l'armistice précisent bien que la flotte française doit rester tranquille dans ses ports, Toulon, ou alors sur les côtes algériennes, près d'Oran, Mers el-Kébir. Il y en a aussi à Alexandrie, des bateaux. Ces bateaux ne peuvent plus, évidemment, participer à la guerre, puisque la France s'est retirée du combat. Là, c'est très très clair de ce côté-là. Bon. Mais la grande crainte des Anglais, vous comprenez, c'est que les Allemands ne respectent pas les clauses de l'armistice,
ou alors que les Français trahissent les Français, ou déjà avec Pétain, Henriot, la collaboration fait des progrès, les Anglais craignent que, d'une manière ou d'une autre, la flotte française, eh bien, finalement, rejoigne la flotte allemande. Et alors là, comme la flotte allemande est en très grand progrès avec des super cuirassés, le Bismarck, le Tirpitz, etc., eh bien, la grande crainte des Anglais, c'est que si les Allemands mettent d'une manière ou d'une autre la main sur la flotte française, qui pourtant ne doit pas agir puisqu'elle est neutre dans un pays qui a signé l'armistice, la flotte allemande plus la flotte française, oui, ça représente à ce moment-là une menace mortelle. Et alors, dans ces conditions, bon, Toulon n'est pas accessible, c'est trop loin, mais Mers-el-Kébir, c'est accessible. Mers-el-Kébir, c'est Oran. Oran, vous voyez, c'est tout près de Gibraltar, une des grandes bases navales anglaises, et par conséquent, l'idée de Winston Churchill, c'est de faire en sorte que la flotte française de Mers-el-Kébir, qui est très importante, avec des cuirassés comme le Dunkerque, comme le Strasbourg, comme le Provence, etc., l'idée des Anglais, c'est donc de faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, la flotte française ne puisse plus, donc, le cas échéant, se joindre à la flotte allemande. Là, on fait un procès d'intention aux amiraux français, évidemment, mais il faut se mettre à la place des Anglais. Et peuvent-ils courir ce risque? Je pose simplement la question. Et alors, donc, à ce moment-là, eh bien, vous avez une flotte anglaise commandée par l'amiral Somerville, et s'appelle cette force anglaise, c'est la force H. Et cette flotte anglaise, au début juillet 40, quitte Gibraltar et, ce n'est pas très loin, se présente donc devant le port de Mers-el-Kébir. Le port de Mers-el-Kébir, c'est un port, c'est une petite baie bien aménagée, etc., à proximité d'Oran, à quelques kilomètres d'Oran. Et à ce moment-là, donc, dans le port de guerre français de Mers-el-Kébir, vous avez donc une partie de la flotte française, bon, mais qui est au repos. Les bâtiments ne sont pas sous pression. Par conséquent, par exemple, ils ne peuvent pas se mouvoir, c'est évident, instantanément. Les tourelles de tir, les tourelles des canons sont alimentées par de puissantes machines à vapeur, mais comme les bateaux, comme les chaudières sont au repos, la flotte ne peut pas se défendre. Et alors l'amiral Somerville, qui n'est pas plus fier que ça, parce que l'amiral Somerville, il a une mission qui est terrible. C'est-à-dire que l'amiral Somerville est chargé, dans un premier temps, de négocier avec l'amiral Jean Soult, qui est l'amiral français, son collègue de combat, français et anglais. Hein. Bon, ils sont maintenant dans des camps différents. Bon. Et il est chargé, l'amiral Somerville, de présenter un choix cornélien à l'amiral Jean Soult. L'amiral Jean Soult, à quelques heures, le début de l'affrontement a lieu, l'affrontement pacifique pour le moment, a lieu en début de matinée, et on laisse quand même quelques heures à l'amiral Jean Soult, dixit l'amiral Somerville, pour choisir. Alors le choix, il est très simple, hein, c'est-à-dire que les navires français, bon, quittent le port de Mers-el-Kébir, peuvent se rallier à l'Angleterre, suivent les navires anglais. Bon, deuxième possibilité, ils doivent quitter le port de Mers-el-Kébir, mais se réfugier alors aux Antilles, dans des ports neutres, mais alors très loin de l'Europe, là, ça ne représente plus une menace. Et alors, si l'amiral Somerville ne veut pas donc rejoindre les Anglais ou se réfugier loin de là dans un port neutre, s'ils veulent rester dans leur port de guerre de Mers-el-Kébir, à ce moment-là, l'ultimatum est très clair, les Anglais ouvrent le feu et détruisent la flotte. Mais la flotte reçoit la possibilité de partir. Inutile de vous dire que l'amiral Jean Soult prend contact immédiatement avec Vichy et avec l'amiral Darlan, qui est le grand patron de la flotte française. Alors il y a des hésitations, etc. Mais finalement, donc, Jean Soult ne reçoit pas l'ordre de Vichy de quitter le port de Mers-el-Kébir. Il y a une période de flou, parce que tout cela se joue en quelques heures, en quelques dizaines de minutes, et finalement, quand arrive la fin du délai qui était laissé par l'amiral anglais Somerville, eh bien, Jean Soult a fait savoir qu'il était hors de question pour lui, évidemment, de suivre les Anglais, que ce soit pour gagner l'Angleterre ou un autre pays. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le drame qui commence. Alors, bien sûr, vous devinez
que dès le début de la matinée, l'amiral Jean Soule a donné des ordres pour mettre tous ces navires sous pression. Mais vous aviez des équipages qui étaient à terre, qui n'étaient pas là, une partie. Bon, et puis des navires, à l'époque c'était des chaudières, c'était charbon, etc. Bon, ça posait évidemment beaucoup de problèmes. Alors donc, pendant quelques heures, frénétiquement, on met tout sous pression les navires pour qu'ils puissent se mouvoir dans l'anse de Mers-el-Kébir et pour que les tourelles des canons puissent évidemment prendre la bonne direction pour que les bateaux puissent se battre. Bon. Alors, il y a quelques résultats, mais c'est tout à fait imparfait. Et quand les Anglais commencent la canonnade, c'est un combat tout à fait inégal parce que peu de bateaux chez les Français, peuvent tirer avec leur propre artillerie et il y a des dégâts terribles. C'est-à-dire que, par exemple, voyez-vous, le cuirassé Bretagne, qui était un vieux cuirassé, mais qui était quand même très respectable, il explose et d'autres bateaux, le Strasbourg, par exemple, peut s'échapper, mais par exemple, le croiseur de bataille qui est son frère, le Dunkerque, gravement avarié, comme d'autres bateaux, reste à Mers-el-Kébir. C'est un véritable cimetière, c'est un spectacle de désolation, et plus d'1 millier de marins français perdent la vie dans cette attaque. Alors, ce qui fait que, évidemment, pour Churchill, qui avait ordonné cette opération, l'opération n'est pas un échec, c'est-à-dire que ça, c'est vrai. La flotte française de Mers-el-Kébir, qui était la flotte française la plus puissante, bon, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Les bateaux sont détruits, avariés. Le Strasbourg, en clopinant, va rejoindre Toulon. Mais la menace de Mers-el-Kébir, c'est vrai qu'elle est annihilée. Mais à quel prix? Sur le plan psychologique, évidemment, c'est terrible. Inutile de vous dire que en Angleterre, à Londres, il y a la France libre. Le général de Gaulle qui apprend que Churchill, qui héberge la France libre, a fait détruire des bateaux, non pas de la France libre, c'était de la France de Vichy, évidemment. Bon, mais vous voyez les difficultés entre la France et l'Angleterre. En France, dans la France en général, et surtout dans la France de Vichy, c'est l'indignation. Inutile de vous dire qu'Hitler profite à fond pour la propagande de ça, en disant aux Français, Hitler qui souhaitait la collaboration, bon, Laval était déjà un apôtre de la collaboration, mais Hitler a beau jeu de dire, vous voyez les Français, vos amis les Anglais, ce qu'ils viennent de vous faire, ils viennent de massacrer votre flotte, de beaux alliés que ceux-là. Donc, propagande nazie, les Français qui étaient assez sur le point de rejoindre ou de se rapprocher des Allemands, des nazis, ont de bonnes raisons pour le faire. Par conséquent, il y a là une exploitation. Et alors, dans ces conditions, dans la marine française, par la suite, il va y avoir, bien entendu, un sentiment d'anglophobie très très fort, à cause évidemment de ces événements extrêmement tragiques. Alors voilà donc ce que je voulais vous dire. Alors c'est un duel fratricide, mais en fait c'est pas un duel parce que les Anglais n'ont pratiquement pas eu de dégâts. Quelques navires français ont pu tirer sur eux, mais le tir était mal ajusté. La flotte anglaise ne subit pas de dégâts et elle a tiré comme à la cible sur une flotte française qui ne pouvait pas se défendre. Et l'amiral Somerville, il a agi évidemment en tant qu'amiral, frère de combat de l'amiral Jean Soule. Il a agi, mais il l'a avoué, le cœur brisé, mais il était obligé, naturellement, lui en tant qu'amiral, d'obéir à son gouvernement. Voilà le drame de Mers-el-Kébir.